Donc, merci de m'avoir invité. Je remercie Menora.fr et notamment Hannah de m'avoir invité à dire quelques mots sur le rabbi précédent. Je vais sortir un petit peu des sentiers battus. Je ne vais pas vous raconter des histoires que tout le monde connaît. On connaît tous l'histoire du rabbi précédent. Ou pas l'histoire, mais des histoires sur le rabbi précédent qui sont écrites, qui sont retranscrites. On les voit même en vidéo quelque part ou en dessin animé. Je devrais Et pour ça, une source, on peut le qualifier de Kelly Rishon, c'est-à-dire une source de première main. C'est un livre écrit par le Rav, Raphaël Nachman Cohen, Kahn. C'est le père de Yoel Kahn, que Yoel Kahn, tout le monde le connaît. Son père est beaucoup moins, son père peut-être n'est pas très connu. Il était à Kfar Chabad, il a vécu, il était un Ben Baït, c'est le rabbi précédent à Leningrad, à Rostov. Il l'accompagnait partout. Donc, il était extrêmement proche de lui. Et les histoires qu'il raconte sont des histoires qu'il a vues de lui-même ou qu'il a entendues de gens qui fréquentaient le, le rabbi précédent. Je remonte encore sur mon livre qu'il a écrit, sur les trois volumes comme ça. Et pour moi, ce livre-là fait partie si on pourrait dire, Torah Shebirtav des Sidurei Chassidim, dans la mesure où c'est un livre de première main, intégral, qui n'a pas été remanié, qui n'a pas été réécrit comme beaucoup l'ont fait dans notre génération. Alors peut-être une des premières histoires on va situer les choses. Le rabbi précédent était né je vais donner les dates en civil, est né en 1880. Il a succédé en 1920, à l'âge de 40 ans, à son père, le rabbi Rachab, qui venait de décéder. Et donc, ça se passait à l'époque, il avait déjà quitté Lubavitch. Il vivait à Rostov, il vivait dans différents endroits, et puis à Pétersbourg. Et les, en 1923, c'est-à-dire 3 ans après avoir pris la Nessiout, le jour de Simchat Torah, le rabbi, c'est dans le rabbi Yosef Yitzhak, faisait un Fabringen, et tout d'un coup, il s'est arrêté, il a dit, il y a ici dans un coin un jeune homme qui se dit que si mon père, le rabbi Rachab, est encore là, il pourra lui demander une bracha pour avoir des enfants. Et qui se dit, mais comment je peux demander Rabbi Yosef Yitzhak, qui vient juste de commencer, qui n'a pas encore fait qui n'a pas encore démontré toute sa grandeur, une telle bracha. Et ben moi je lui dis, il aura un garçon cette année. Et le, le- tous les gens savaient, et le rabbi n'a pas cité le nom de ce jeune homme, mais tous les gens savaient, il s'agissait de Rabbi Chaim Yonah, je ne connais pas son nom de famille. Et donc tout le monde s'est attendu à ce qu'il y ait des bonnes nouvelles chez Rabbi Chaim Yonah, était marié depuis un certain temps et qui n'avait toujours pas d'enfant. À Pessah, lorsque Pessah est arrivé, le rabbi Yosef Yitzhak n'était déjà plus à Rostov, il était à Leningrad. Et il a reçu en Yeridout Reb Chaim Yonah, qui est venu lui demander une bracha pour avoir un enfant. Et Rabbi lui a dit, comment c'est possible? Tu n'as pas encore d'enfant? Il dit, non, Rabbi, je n'ai pas encore d'enfant. Et le rabbi a réfléchi quelques instants. Elle dit, bon, ça y est, c'est bon. Et lorsque Reb Chaim Yonah est rentré chez lui, on voyait, sa femme avait déjà tous les simanim, qu'elle était enceinte. Sa femme qui avait passé 3 mois et tout le monde pouvait voir qu'elle était enceinte. Et donc, ça, c'était un des points de la grandeur de Rabbi Yosef Yitzhak, que de son bureau, de cette chambre, de son fabricant, il pouvait voir ce qui se passait à l'autre bout de la Russie. Mais encore une autre histoire qui montre la grandeur de Rabbi Yosef Yitzhak, si tant est qu'on ait encore besoin de la prouver, mais en tout cas, ce sont des histoires très, très peu connues. Il y avait parmi les chassidim qui vivaient autour du Rabbi à cette époque-là, Reb Shammai Vigon, que Dieu venge son sang, et il avait une sœur qui avait une petite tumeur, une tumeur qui avait poussé sur sa langue. Euh, on pourrait qualifier de verrue, de tumeur, peu importe. Et les médecins qui l'avaient examiné avaient décrété que c'était une tumeur extrêmement dangereuse et qu'il fallait à tout prix opérer. Et elle avait demandé à son frère de faire quelque chose pour elle. Et Reb Shama était venu voir le rabbi précédent pour lui demander une bracha pour sa sœur. Il lui a raconté toute l'histoire. Et le rabbi a dit, pas du tout, pas du tout. Elle a certainement, qu'elle est chez un dentiste, elle a certainement une dent
affecté. Et c'est cette infection qui a touché sa langue. Et ils ont fait comme ça. Et effectivement, lorsque sa sœur est partie voir un dentiste qui a trouvé une dent qui était carriée ou sévèrement infectée, ils lui ont enlevé la dent et la tumeur a complètement disparu. Et lorsque ça s'est su, les gens ont dit, Rabbi Yosef Israël, alors, faites des miracles. Et Rabbi Yosef Israël a dit, la sœur du Reb Shammai a demandé qu'on fasse quelque chose pour elle, qu'on la sauve. Est-ce que je pouvais faire autrement? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc c'était une des histoires. Les, parmi d'autres, Nachman Cohen, Raphaël Nachman Cohen, qui était, on l'appelait Reb Follet, Reb Follet, les Ménédites de Raphaël, était donc très proche du rabbi. Et lorsqu'il il reconnaît, donc il reconnaît, il récoltait également les témoignages de proches du rabbi. Et Reb Simcha Gordetsky, pas Binyamin Gordetsky, qu'on a connu en France, mais son frère, Reb Simcha Gordetsky, était un chaliar itinérant et qui faisait énormément de choses pour à la demande du rabbi. Et notamment, il ramassait de l'argent également. Et il est passé dans plusieurs villes. Et dans une ville, il a eu deux chassidim qui sont venus le voir pour leur faire un shlichut auprès du rabbi. L'un pour s'excuser qu'il n'avait pas pu faire la shlichut que le rabbi lui avait demandé. Il lui avait demandé de ramasser de l'argent pour Kimcha d'Episra, pour les pauvres pour Pessah. Il a dit, j'ai pas pu le faire parce que mon fils est nifta à ce moment-là. Et donc, ça m'a perturbé, j'ai pas pu faire la mission. Et la seconde mission qui lui a été demandée par un Volozov, c'est aussi un des grands Hassidim, et qui a dit euh, j'ai fait faillite, je deviens simplement le rabbi que j'ai fait faillite et que rien ne veut plus, rien ne va plus chez moi. Et lorsque Rabbi Simcha Grodetsky est revenu chez le rabbi, donc il a rendu un très long compte rendu de toutes les villes et les villages qu'il avait fait. Le rabbi a questionné sur chacun des chassidim qu'il avait vus, sur ce qu'il faisait, ce qu'il venait. Et il a dit, j'ai aussi une route particulière. J'ai rencontré ce juif-là qui n'a pas pu faire cette route parce que son fils était mort. Et le rabbi a changé de visage. Il a commencé à pleurer, 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 pleurer. À tel point que Rabbi Shimon s'est demandé ce qu'il fallait lui donner la deuxième nouvelle, mais au moment où il partait, Rabbi lui dit, et quoi encore? Et la deuxième nouvelle, c'est que Rav Volozov m'a dit qu'il m'a chargé de vous transmettre qu'il a fait faillite. Et à ce moment-là, Rabbi s'est encore mis à pleurer, 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 pleurer. Il s'est essuyé le visage, il a dit encore d'autres choses. Et le Rav Korodetsky a dit, non, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus rien dire. J'étais étouffé ma gorge était étranglée parce que ce que je venais de voir. Et puis il m'a dit, bon, si tu peux pas parler, au moins tu m'écriras, tu mettras tout ça par écrit. Et la Yéchidout s'est terminée. Et à la sortie, dans l'antichambre de là où le rabbi recevait, il y avait la maman de Rabbi Yosef Yitzhak. C'était la rabbinite Stern Sarah. Et la rabbinite Stern Sarah dit, qu'est-ce qui s'est passé tellement longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais obligé j'arrivais plus à parler. Elle dit, viens ici. Elle m'a pris dans son salon. Elle m'a servi un thé, elle m'a servi des gâteaux pour que je puisse me refaire. Et elle m'a dit, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et je me dis, j'ai commencé à raconter. J'ai rendu compte de deux shlichut très importantes. Et le rabbi était tellement touché qu'il s'est mis à pleurer, 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 pleurer. Et la rabbinite a dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Après chaque yéchidout, le sol est trempé, trempé, trempé de larmes. À quel point le rabbi président prenait chacune des choses qui lui étaient confiées. Et, mais le rabbi ne prenait pas à cœur que certains sidim. Il y avait encore deux autres choses qu'elle y tenait beaucoup. Et, oui, je raconterai tout à l'heure. Je reviens là-dessus. En 1930, le rabbi précédent a fait un voyage aux États-Unis. Alors, notamment parmi les écrits, on a un contrat qui s'appelle Bidvour Chicago. Lorsque son passage à Chicago, il a fait plusieurs marines et ça donne lieu à une publication. Et donc, pendant son séjour aux États-Unis,
dans une certaine ville, on organisait pour lui, on organisait à l'occasion de sa présence, un Melavé Malka. Et ce Melavé Malka, il y avait deux personnes très importantes de la communauté qui étaient là. Et le rabbi a tenu à leur donner à chacun une pièce. Et au premier, il a dit, tu garderas cette pièce tout le temps sur toi. Au deuxième, il a dit, tu fixeras, tu coudras. Tu vas coudre, je ne sais pas si tu vas coudre, coudre. Tu vas coudre cette pièce dans les plis de ton talit katane. Et toujours été très surpris. Quelle est la différence? Pourquoi l'un, il dit d'avoir sur soi, l'autre, il le met dans son talit katane. Et les gens étaient un petit peu étonnés. Mais à la fin du Mélavémanka, le second s'approchait du premier et il a dit, je ne comprends pas pourquoi le rabbi m'a dit de mettre dans mon talit katane. Je ne porte pas de talit katane. Et à ce moment-là, tout le monde a compris pourquoi le rabbi avait dit ça, pour l'inciter à porter un talit katane. Juste au passage, Raphaël Nachman Cohen, ça n'a rien à voir avec leur vie précédente, mais pour dire un petit peu quelle était l'ambiance qu'il y avait dans ces jours-là. Il dit, il y a une époque où les Racide sortait de milieu froid. Froid. Il était complètement froid, il sortait du milieu froid, mais cette fille-là, ça faisait une très, très grande chaleur. Aujourd'hui, les gens sortent d'un milieu chaud, et il faudra une fille avec une très, très grande froideur. Je ne dis ça à personne. Dans le même ordre, finalement un petit peu en dehors du rabbi précédent, mais c'est une histoire qui peut-être mérite d'être racontée. Il y avait un des chassidim du Admorazakan, un grand chassid qui s'appelait le Shterchelet. Et le Shterchelet et, a fondé sa propre chassidoute après le départ du Admorazakan. Il ne s'est pas, il, il ne s'est pas placé sous le Al-Mourem Saï, il ne s'est pas placé sous le Tzemar Tzedek. Il avait sa propre cour avec ses propres fabriques. De Chabad, et le rabbi officiel de Chabad également d'être en très bon terme avec lui, à tel point que le rabbi précédent, et même le rabbi Shlita, le cite fréquemment dans leurs écrits. Et donc, son fils, Rabbi Yaakov, une fois visité une ville, je ne dis pas le nom de cette ville, et il y avait un des jeunes de cette ville qui a vu comment le Shterchelet priait, il priait avec une chaleur, il priait avec des mouvements, avec une grande éclate. Et il a rigolé un petit peu. Ça a fait rigoler. Et à partir de ce jour-là, il était pris d'accès de fou rire, régulièrement, plusieurs fois par jour. Et rien ne pouvait arrêter. On lui emmenait chez les médecins, chez les trucs, chez les machins, rien n'y faisait. Jusqu'au jour où le jeune homme a dit à son père, tu sais, papa, j'ai ça depuis que j'ai rigolé en voyant Rabbi Yaakov, le fils du Tcherch. Et ce mouvement, ces gestes bizarres pendant la prière. Lorsque son père a entendu ça, il est tout de suite parti chez Rabbi Yaakov pour lui demander pardon pour son fils. Il a raconté toute l'histoire. Et Rabbi Yaakov a dit simplement, moi aussi je rigole de cette histoire. Et le père est rentré chez lui. Et à partir de ce jour-là, tout s'est arrêté, sans médecin, sans rien, sans rien. Le jeune homme est redevenu tout à fait normal. Une fois, une fois, une Aguna est venue voir Rabbi Yosef Yitzhak. Une Aguna, malheureusement, c'est une femme dont le mari a disparu sans laisser de traces. Elle ne lui a pas donné de divorce. Aujourd'hui, c'est plutôt une femme dont le mari ne veut pas donner de divorce. Mais à l'époque, c'était surtout que le mari avait disparu, il avait quitté la maison, le domicile, pour une raison ou pour une autre, et sans laisser de traces. Donc là, cette femme ne pouvait pas se remarier, les enfants ne pouvaient pas hériter leur père. C'était une situation extrêmement dure. Et, et, les- donc, cet Aguna est venu voir le Rabbi Yosef Yitzhak pour lui demander qu'il l'aide à retrouver son mari. Et son mari,
le rabbi lui a dit, il faut que tu vas aller le chercher dans, j'ai oublié quelle ville, c'est dans une grande ville, à Moïlef, Moguilef, en Russie aujourd'hui. Et donc, quel âge a Moïlef? Il a dit, mais Rabbi, où je l'ai Moïlef? C'est une très grande ville, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et Rabbi lui dit, tu auras chez le Shochet. Donc, elle est partie, elle est arrivée chez le Shochet, elle a raconté son histoire, et le Shochet a secoué la tête et dit, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, mais si le Rabbi t'a envoyé, reste chez moi, reste chez nous, jusqu'à ce qu'on voit comment les choses comment dire, se profilent. Et quelques jours après, un mendiant est venu pour est venu pour demander de l'argent. Et pendant qu'il était en train de s'entretenir avec Chorette, une des cuisinières, des servantes de la maison, a aperçu le monsieur, le mendiant, et s'est rendu compte qu'il s'est cadré avec la description qu'on avait fait de cette femme. Elle est partie chercher la femme tout de suite, et elle est venue, elle a tout de suite reconnu son mari. Et c'est comme ça qu'elle a pu, on va dire qu'elle a pu recevoir son guette grâce à l'intervention du Rabbi Yosef Yitzhak. Il cherchait là-bas. Donc, on est toujours dans Shmuat et Sipurim, le fameux livre que je vous ai montré tout à l'heure. Et le, le Rav Nachman Cohen a reçu, s'est entretenu un récit que lui a fait un proche du rabbi et de la rabbinite. Et Nekhamadina, qui était la femme de Rabbi Yosef Yitzhak. Et la, la rabbinite Nechabadina lui expliquait les circonstances de la naissance de Rabbi Yosef Yitzhak. Elle dit, nous étions mariés depuis plusieurs années, nous n'avions pas toujours pas d'enfants. Je me sentais extrêmement isolé et j'étais extrêmement triste de cette situation où je connaissais personne, où j'avais pas d'enfants. Et dans un certain sens, où je suis en moi. Et un jour de Simchat Torah, il y a eu un grand qui douche auprès du Maharash, le grand-père du Rabbi Yosef Yitzhak, le père du Rabbi Rachab. Et chez les hommes, ils ont commencé à faire des brachot. Le Rabbi a fait des brachot à tout le monde. Et ensuite, le groupe d'hommes est venu chez les femmes, également pour que le Rabbi donne des brachot. Et le Rabbi a donné des brachot à tout le monde, sauf à moi. Il m'a complètement oublié. Et j'étais déjà extrêmement touché par ma situation. Bon, là, j'étais complètement enfoncé dans cette situation et je me suis retiré dans la chambre. Et lorsque, lorsque Rabbi Yosef Yitzhak qui est rentré bien plus tard, après un grand Farbrengen de Simchat Torah, il a vu que quelque chose n'allait pas. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Et donc la rabbinite a dit, je me suis endormi. Et en pleurant. Et dans mon sommeil, il y a eu un monsieur qui s'approchait de moi, qui m'a dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, je pleure parce que j'ai pas d'enfant, je pleure parce que je suis tout seul, parce que je suis loin de ma famille. Et en plus, je pleure parce que le rabbi a distribué des brachot à tout le monde, sauf à moi. Je me sens complètement mise de côté. Je suis sur la touche. Et le rabbi a dit, pardon, et l'homme a dit, ne fais pas de soucis, cette année tu auras un enfant. Et avant même qu'il ait terminé sa phrase, il y a eu deux conditions. C'est lorsque, immédiatement après la fête, tu donneras 18 roubles de ton propre argent en tzedaka. Il y a aussi une seconde condition qui n'est pas clairement été établie dans l'histoire. Mais, et avant même qu'il ait le temps de terminer sa phrase, l'homme a disparu. Il est revenu peu de temps après avec deux autres personnes. Il a répété à nouveau, tu auras un enfant, avec condition que tu donnes 18 roubles de ta propre argent.
il est rentré après un jour Bringen, il a vu que les choses n'allaient pas chez sa femme, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et dans le rêve, un homme est venu me voir pour me dire que nous aurons un enfant. Et il est venu avec deux autres personnes après, qui ont tous dit Amen pour, pour, pour cette bracha. Et tout de suite, Rabbi Yosef Yitzhak est parti chez le Rabbi Rachab et il a dit, pardon, excuse-moi, c'est, je ne parle pas de la femme du Rabbi Yosef Yitzhak, je parle de la femme, je parle du Rachab et le Rabbi Sternasara, excuse-moi. Donc, et tout de suite, le Rabbi Rachab est parti chez son père, le Rabbi Maharash, pour lui dire que la rabbinite avait vu en rêve quelqu'un qui donnait des brachot. Et le Rabbi Maharash a tout de suite demandé à sa belle-fille de venir et de décrire les personnages. Et il a donné la description, et le Rabbi Maharash a dit, le premier qui est passé, le premier que tu as vu, c'est Rabbi Stemar Tzedek, mon père. Le deuxième, les deux autres qui sont venus, c'est le Admour Zaken et c'est le Noam Saï, ceux qui ont répondu Amen. Et c'est comme ça que le Rabbi avait reçu la bracha de ces trois tzadikim, que cette année-là, Rabbi Yosef Yitzhak est né au foyer du Rabbi Rachab et du Rabbi Shnazar. Lorsque, lorsque le Rabbi, avant même que le Rabbi Yosef Yitzhak devienne Rabbi, on entend bien? Oui, parfaitement. D'accord. Avant même que donc avant 1920, alors que le Rabbi Yosef Yitzhak n'était pas encore Rabbi, il a été extrêmement malade, très très malade. À cette époque, les médecins lui avaient interdit de sortir, interdit d'étudier, interdit de se fatiguer même intellectuellement. Et donc il était obligé de sa maman, rabbinite, j'étais un Sarah obligé à tenir ce régime, sauf que il y a un Rav Zalmanov qui dit pendant tout ce temps-là, tous les soirs à minuit, j'étudiais secrètement avec le Rabbi Yosef Yitzhak. On se retrouvait, on étudiait ensemble, alors que sa maman pensait qu'il était en train de dormir. Et un soir, son père, le Rabbi Maharash, est rentré en plein milieu excusez-moi, le Rabbi Rachab est rentré en plein milieu de notre cours. Il n'a pas bronché sur le fait qu'il était en train d'étudier si tard, alors qu'il est supposé dormir et se reposer par ordre des médecins, mais il a aperçu sur la table une pile de manuscrits que Rabbi Yosef n'avait pas eu le temps de cacher. Et il a pris les manuscrits, il les a emportés avec lui. Et il est revenu quelques semaines après, en gros, reposer les manuscrits également en pleine nuit, sans pas encore étudié, en disant c'est bon, tu peux continuer comme ça. Tandis qu'il avait reçu la, sa- la- l'accord du rabbi pour que Rabbi Yosef Yitzhak écrive des choses et écrive de la chassidut. Et tout ça pendant que sa maman pensait qu'il était en train de dormir pendant ce temps-là. Encore une chose, encore, ce sont des briefs d'histoire, ce sont des petits morceaux, mais ce sont des choses qui sont pratiquement peu connues, dont on parle très très peu, et qui nous donnent un petit peu une idée de la personnalité du Rabbi Yosef Yitzhak. L'auteur du livre, donc le Rav Cohen, dit j'ai vu chez un des chassidim qui lisait, Rabbi Shmuel Fratkin, de telle ville, j'ai vu une lettre qu'il avait reçue du Almour Rayatz, dans laquelle c'était écrit comme ça. Et je vais vous la lire, je vous la lire mot à mot. Dit, c'est Rabbi Yosef Yitzhak qui écrit. J'ai entendu des anciens qu'à leur époque, en leur temps, il y avait un minhag que chacun lise les Téhilim en rapport avec son âge. Par exemple, s'il a 20 ans et qu'il va bientôt avoir 21 ans, donc il lira le Télim 21. C'est une coutume que nous connaissons tous aujourd'hui. Verchen Ayomrim, et également, ces anciens lisaient le Télim de leurs enfants, pardon, d'après l'âge de leurs enfants, et de leurs garçons et de leurs filles, en disant que Zoï Ségoula, que c'est une Ségoula pour qu'ils ne sortent pas en mauvaise fréquentation.
qui ne tourne pas de, oui, pas sur un mauvais chemin. Et il leur a dit, lorsque j'ai appris, Rabbi Yosef Yitzhak poursuit sa lettre, bien sûr, lorsque j'ai appris ça, j'ai commencé à lire moi-même le Télim, et c'est là qu'il dit l'âge qu'il a exactement ce jour-là, qu'il donne sa date de naissance exacte, etc. On connaît tous la takana de lire les Télim tous les jours. Cette takana de lire les Télim en fonction de l'âge, on la connaît aussi, mais on a ici un mécor écrit, et plus encore, on a un exemple de Rabbi Yosef Yitzhak dit qu'on lit aussi des Télim pour ses enfants, et je ne vous cache pas, peut-être aussi, certainement aussi pour les petits-enfants. Donc, c'est certainement une bonne chose, tout ça pour les préserver et qu'ils puissent continuer dans le droit chemin. Euh, une, une histoire qui est arrivée personnellement à Rav Kahn, un poète, et qui est qu'un jour, sa mère, alors qu'il le rabbi précédent ne connaissait pas encore, lui était un petit garçon, et sa mère était, était, était partie chez le shochet du village. Apparemment, ça ne se passait pas à Lubavitch. Il était parti chez le shochet du village. Pardon, effectivement, le rabbi était en vacances, ce qu'on appelle Néo de l'échec, à la campagne. Et certainement, beaucoup de racines s'étaient aussi déplacés pour aller à la campagne. Et donc, la maman de Rav Nachman Cohen, Raphaël Cohen, un jour avait pris un grand panier dans lequel elle avait mis un poulet, une poule, et de l'autre main, elle tenait son fils, et elle avait un gros ventre, elle était enceinte de son enfant suivant, et elle se dirigeait vers la maison du Chokret, qui habitait tout en haut d'une colline. Et Rabbi Yosef Yitzhak était à ce moment-là sur sa terrasse, et il l'a vu passer. Il a dit, est-ce que tu veux que je fasse la shrita de ton poulet? C'est comme ça que elle était zorée de shrita par leur vie précédent, et surtout de ne pas avoir à grimper jusqu'au haut de la colline et redescendre avec un panier dans un bras et un enfant dans l'autre bras. Ensuite, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mesdames. Je ne sais pas combien de dames écoutent ici, j'ai une bonne nouvelle. C'est un mot lorsque Raphaël Cohen dit qu'à une certaine époque, à Moscou, il a eu le mérite de servir, d'être le serviteur dans la maison du rabbi précédent, et, pendant quelques semaines. Et un certain Erev Shabbat, le rabbi, les extracts, lui a dit, écoute, Shabbat qui est passé, tu as donné beaucoup de tchoulat. Et tu sais, c'est connu que il est interdit de laisser qu'il y ait des restes de tchoulen. On ne doit pas laisser de tchoulen dans son assiette. Donc la prochaine fois, serre-moi un petit peu. Pour ne pas m'obliger à tout manger. Ça m'a dérangé la fois précédente. Voilà, j'ai encore quelques histoires. Oui, une histoire qui est. Alors, là, toutes ces histoires que je veux raconter sont des histoires en Kelly Richon. Là, j'ai une histoire qui vient plutôt à Kelly Cheni, si c'est pas un Kelly Shlishi. Elle est racontée par le Rav, ça va revenir, et une lettre hebdomadaire à Kfar Chabad, mais ça va revenir. Et donc, il dit comme ça que j'ai entendu une histoire, il y a Bolton, le Rav Bolton, tout via Bolton. J'ai entendu cette histoire de mon ami Rabbi Zalman Sutkevitch, Zichrono Livracha, à Kfar Chabad. L'histoire commence. Ah, oui. L'histoire se passe en France. Apparemment, très peu de temps avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le rabbi Shlita, qui, euh, qui allait devenir 10 ans plus tard le 7e rabbi de Lubavitch, était aussi présent et il avait un témoignage avec beaucoup de chassidim, mais beaucoup de chassidim ont parlé, le rabbi aussi, bien sûr. Et l'un d'entre eux a raconté une expérience, un maaseh qui s'était passé 2 ans plus tôt, lorsque Rabbi Yosef Yitzhak avait été mis en prison et condamné à mort par les communistes, et il avait été, grâce à Dieu, libéré. Il a eu la permission de quitter le pays.
Et après beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, il est arrivé jusqu'en Pologne, où beaucoup de racines l'avaient rejoint. Mais lorsque l'Allemagne a commencé à s'agiter un petit peu et à menacer, on sentait qu'une guerre allait bientôt commencer, le rabbi a dit à beaucoup de ses chassidim de quitter la Pologne et de s'établir dans d'autres pays. Et il a dit, le gars qui raconte l'histoire, dit, on était un groupe de 5 et le rabbi nous a dit de partir en France. Partir en France à cette époque, c'était pas une petite affaire. Il y avait un nombre infini de frontières à passer. Et il fallait avoir des passeports en bonne et due forme. Il fallait surtout pas que les gens sachent qu'on était des Juifs, surtout on était obligé de traverser l'Allemagne. Et lorsqu'on, à tel point que, et en plus, un des nôtres n'avait pas de passeport en règle. Et on n'avait pas le temps de rétablir son passeport parce qu'il fallait la Russie. Là, on n'était plus en Russie, on était en Pologne. Et donc, on s'est mis à voyager tous les 5. Et c'était très épique lorsque les douaniers passaient dans le train, euh, le 5e s'allongeait sur la banquette et tous les autres 4 s'asseyaient par-dessus lui. Comme ça, on pouvait, ils le couvraient avec leur grand manteau d'hiver. Et c'est comme ça qu'ils ont passé plusieurs frontières. Mais de temps en temps, il fallait aussi, il fallait descendre du train et on devait présenter les passeports à un guichet. Et on avait un truc, c'est que le premier passait, son passeport était tamponné, et pendant que le deuxième passait, il tendait son passeport au suivant, au troisième, et le gars prenait le passeport, il regardait apparemment pas trop, et c'est comme ça que les 5 ont pu passer avec 4 passeports seulement. Mais ça, c'était avant l'Allemagne. Lorsqu'il a fallu traverser l'Allemagne, c'était dramatique. Déjà traverser l'Allemagne en tant que juif, c'était un danger de mort. Mais en plus, un juif qui n'avait pas son passeport, c'était encore plus grave. Et d'ailleurs, lorsqu'on arrivait au checkpoint, au poste de contrôle où on faisait la queue, on a entendu un coup de feu, quelqu'un qui a râlé, et puis un grand silence. Et on a compris qu'il s'était passé quelque chose, et on avait tous une trouille mortelle. Et on a fait ça. On était clair, on a essayé de montrer, on n'a rien montré, mais on essaie de se contenir, quand on sait qu'à mort chalite à la lèvre, que c'est l'intellect qui guide les sentiments du cœur et que c'est pas, on peut pas laisser les émotions t'envahir, surtout dans un moment comme ça. Et on est passé, et le premier qui est passé, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, avec toujours le petit truc de se refiler le passeport. Et à vrai dire, pendant qu'on passait, le premier, euh, pour le premier, le douanier regardait quelqu'un derrière lui. Le deuxième, il regardait ailleurs. Le troisième, il a reçu un coup de téléphone. Il a tamponné les passeports comme ça, sans même les ouvrir, sans même les regarder. Et c'est comme ça qu'on a pu traverser le poste de contrôle et qu'on a pu ensuite prendre un taxi et quitter la région très vite. Et dès qu'on a pu, on a appelé le rabbi qui était à ce moment-là à Varsovie pour le prévenir qu'on avait passé la douane, que tout s'était très bien passé. Et le rabbi qui était présent, il faut donc que ça se passe certainement en 1938, 1939, peut-être début 1940. Et le rabbi Shlita, qui était présent ce week-end, a dit, vous venez maintenant de me résoudre un problème que j'avais, une question que j'avais depuis 2 ans. Non, ça se passait à Varsovie, que le rabbi précédent était extrêmement malade. Il recevait tous les jours des soins par une infirmière qui venait le voir. Et puis un jour, l'infirmière est venue et elle a dit, elle était choquée. Lorsqu'elle est rentrée, le rabbi était présent, immobile, le regard fixe. Il bougeait pas, il parlait pas. Et elle était très effrayée. Elle appelait la rabbinina qui est venue et qui a pu constater la même chose. Et comme j'étais dans les parages, comme j'étais dans la maison, on m'a appelé pour venir voir ce qui se passait, pour voir surtout voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Les- L'infirmière dit, c'est une crise de catatonie. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, il reste complètement figé, sans bouger. Il perd tout le contrôle de sa parole, etc. Et
effectivement, le rabbi était fixe, le regard fixe, mais je me suis aperçu qu'il murmurait quelque chose. Donc, s'il murmurait quelque chose, c'est qu'il était présent. Ce n'était pas une crise de catatonie, ce n'était pas une maladie. Il était ailleurs. Et j'ai tendu l'oreille et je l'ai entendu passer. J'ai entendu dire les psukim de Asiaché Moshe, que lorsque Moshe fait passer la mer Rouge aux enfants d'Israël, et Asiaché Moshe, que la chanson que Moshe a chantée, que tous les bénis d'Israël ont chanté. Et après ce que vous venez de dire, le jour où vous avez passé la frontière et l'heure à laquelle vous avez passé la frontière, c'était exactement à ce moment-là que le rabbi précédent était occupé à vous faire passer un par un qui chantait Asia Shemoshe, qui disait Asia Shemoshe, et pour vous permettre de passer la frontière. Et effectivement, dès qu'au bout de quelques minutes, le rabbi est revenu, s'est mis à parler, il était redevenu tout à fait normal, et tout le monde était rassuré. Et j'ai pu voir à quel point le rabbi se souciait de ses racines, aussi loin qu'ils étaient. Voilà. Donc, j'ai encore une petite histoire que je ne sais pas pourquoi j'ai pas parcouru dans mes petits papiers, et après je l'ai quitté. Euh, oui, bien sûr. Lorsque le rabbi précédent, lorsque le père du rabbi précédent, le rabbi Rachab ben Niftar en 1920, le rabbi et le rabbinite Yosef Yitzhak habitaient dans la même maison que lui. Le rabbi Rachab était à l'étage, le rabbi précédent était au rez-de-chaussée. Et sa femme, la rabbinite Nechamadina, était extrêmement malade. C'était une époque où le typhus faisait, il y avait comment dire, ça faisait des morts, etc. C'était des périodes dramatiques. Et les médecins avaient dit qu'elle ne devait pas bouger, pas d'émotion, rien de, etc. Oui, lorsque, son, lorsque le rabbi Rachab ben Niftar, donc Rabbi Yosef, il était à l'étage au-dessus, et il a fait la kriya comme il faut, et il a fait les 7 jours de deuil. Et à chaque fois qu'il descendait pour rentrer chez lui, il prenait le temps de se changer de chemise pour pas que la rabbinite voie qu'il avait fait kriya et qu'elle devine que le rabbi précédent était niftar. Il montrait à quel point le rabbi était soucieux du kavod de sa femme. Et je souhaite que chacun de nous soit aussi soucieux. On soit tous soucieux l'un de l'autre. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup, docteur Altané. Merci beaucoup pour cet bref aperçu de la grandeur du Rabbi Hayat. Encore merci d'être avec nous ce soir. Et en espérant vous revoir très bientôt, si Dieu. Tout, au revoir. Au revoir.